Super. Donc, bonjour tout le monde. Enchantée. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je me présente. Moi, c'est Pascale Rémiard. Je suis avocate coordonnatrice chez Justice Pro Bono et je suis accompagnée aujourd'hui de Maître Autre Exertier qui est elle aussi avocate coordonnatrice chez Justice Pro Bono. Donc, le but de la rencontre aujourd'hui est vraiment de vous donner une base, en fait, sur les différentes ressources juridiques à faible coût ou gratuites au Québec. C'est un atelier qui se veut vraiment là, introductif de base. Donc, on n'est pas spécialiste de toutes les ressources qu'on va vous présenter, mais c'est pour vous aider, en fait, là, à avoir un certain repère, puis savoir là, si vous avez une question juridique, vous avez un problème juridique, que vous puissiez savoir où vous diriger si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide. Donc, comme je disais, on est chez Justice Pro Bono, en fait, très brièvement. Qu'est-ce que Justice Pro Bono? En fait, c'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé par le Barreau du Québec en 2008. Donc, la mission de l'organisme est de mobiliser la communauté juridique à donner expertise aux individus et aux BNL québécois qui n'ont pas les ressources nécessaires pour avoir des services juridiques. Donc, ce n'est pas nous à l'interne directement qui donnons les services juridiques nécessairement. Donc, nous, en fait, c'est vraiment de mettre en contact les avocats, avocates et notaires bénévoles avec les individus ou au BNNL qui ne sont pas capables de payer pour ces services juridiques-là. On le sait malheureusement que avoir accès à des avocats ou notaires, ça peut coûter cher. Ce n'est pas toutes les personnes qui sont en mesure de payer ces services-là. Donc, nous, c'est pour notre mission est vraiment d'aider ces personnes-là à faire valoir leurs droits ou à tout le moins les connaître. Donc, pour ce faire, on a vraiment différents programmes à l'interne chez Justice Pro Bono. Ma collègue Maître Exertier est responsable là, du partenariat médico-juridique avec l'Hôpital de Montréal pour enfants. C'est le premier partenariat du genre au Québec. Le but, en fait, elle est là à l'hôpital directement une fois par semaine, puis les travailleuses sociales lui réfèrent les parents des enfants malades qui pourraient avoir des problèmes juridiques de différents types. Là. Je ne sais pas, Aude, si ça te tente de donner quelques exemples du type de dossier que tu reçois. Oui, principalement en ce moment des dossiers en immigration, des gens qui ont des statuts migratoires ou précaires ou eux-mêmes ne savent pas trop où est-ce qu'ils sont rendus, puis alors ça peut avoir un impact sur leur accès à des soins de santé, dépendamment s'ils ont droit à la RAMQ, pas à la RAMQ, ce qu'on appelle le programme fédéral de santé intérimaire. Ça peut être aussi des familles qui vivent dans des logements disons, pas très salubres, alors qu'il y a un enfant malade et que, évidemment, ça a un impact sur la santé de l'enfant. Ça peut être des dossiers en droit du travail où on a des parents qui sont obligés de s'absenter du travail pour être au chevet de leur enfant et ça pose des problèmes avec l'employeur. Bref, toutes sortes de dossiers qui dans le fond, ont un impact au final sur la santé de l'enfant et avec lesquels on essaye d'aider les parents. Puis, grosso modo, c'est ça. Mm-hmm. Parce qu'on le sait là, que des problèmes juridiques, là, ça va toucher tous les aspects de notre vie. Là, donc, c'est vraiment là-dessus qu'on essaie de travailler chez Justice Pro Bono. On a aussi notamment le programme Porte 33 en matière là, familiale, dont je suis moi-même responsable. Encore une fois, c'est un service qui se veut multidisciplinaire. On offre là, des consultations gratuites avec un ou une avocate bénévole, mais aussi une intervenante psychosociale là, qui participe aux rencontres directement. Donc, c'est une rencontre avec le parent, l'intervenante et l'avocat pour répondre à toutes les questions qui pourraient venir là, de la séparation familiale. Parce qu'on le sait, une séparation, ça peut avoir des conséquences juridiques, mais ça a vraiment des conséquences à tous les niveaux du quotidien de la famille. Donc, ça se veut un service vraiment de 360. On veut faire un filet de sécurité complet là, pour les familles. Donc, on offre là, des consultations gratuites pour les parents qui vivent la séparation, mais on a aussi là, un livre électronique où est-ce qu'il y a des ressources autant juridiques, psychosociales, financières, vraiment à tous les niveaux, là, tous les aspects qui peuvent être touchés par la séparation. Donc, ça, avec Port 33, là, on essaie d'offrir un service 360 c'est des ressources là, que vous pouvez trouver là, sur notre site Internet. Sinon, on offre des cliniques juridiques bénévoles au Nunavik, dans le nord du Québec. D'ailleurs, je pars là, la semaine prochaine là, pour offrir cette clinique-là avec une de mes collègues et 4 avocates et notaires bénévoles. Donc, on part toute la semaine pour offrir des services là, gratuits dans le nord, dans une petite communauté. On le sait que les ressources sont très limitées, donc on se déplace là, 2 à 3 fois par année pour aller leur offrir des services juridiques gratuits.
Puis sinon, notre programme de base, là, qui est probablement celui qui intéresse la majorité d'entre vous aujourd'hui, mais c'est ce qu'on appelle notre programme des causes d'intérêt public, qui se veut en fait un service de jumelage de dossiers à des citoyens, citoyennes ou au BNL avec des avocats ou avocates bénévoles. Donc, je suis moi-même la coordonnatrice de ce programme. Le but, en fait, comme je le dis, c'est de jumeler les citoyens qui ne sont pas admissibles à l'aide juridique, mais qui ne sont pas non plus en mesure de payer pour les services d'un avocat avec un avocat bénévole qui va prendre le dossier complètement gratuitement. Donc, c'est certain, bon, les avocats bénévoles, ça ne court pas les rues non plus. C'est pour ça qu'on a quand même là, des critères d'admissibilité à respecter. Donc, très brièvement, là, si je vous explique un petit peu notre programme, on a 3 critères de base pour étudier le dossier. Donc, d'abord, on doit s'assurer que la personne n'est pas admissible à l'aide juridique. Je vais venir plus tard là, avec l'aide juridique, détailler un petit peu là, leur fonctionnement, mais c'est vraiment un service gouvernemental qui, bon, si vous respectez leur barème d'admissibilité, à ce moment-là, vous pourriez avoir droit à un avocat qui vous représente gratuitement. Alors, si vous y êtes admissible, vous devez vraiment passer avec le service de l'aide juridique. C'est un service public qui a beaucoup plus de ressources que nous qui sommes un petit organisme communautaire. Donc, nous, c'est vraiment notre premier critère d'admissibilité. Ne pas être admissible à l'aide juridique. Sinon, notre deuxième critère d'admissibilité, bien là, on évalue la situation financière là, de la personne ou de l'OBNL. Hein. Je ne sais pas si je l'ai dit, là, mais la demande peut être faite aussi là, par un organisme à but non lucratif pour avoir les services d'un avocat. Donc, on va évaluer la situation financière. Donc, on n'a pas des barèmes précis comme l'aide juridique. On est un petit peu plus lousse. En fait, l'idée, c'est vraiment de venir aider les personnes qui, avec leur situation financière, on le voit, là, qui ne sont pas en mesure là, de sortir là, quelques milliers de dollars pour payer les services d'un avocat. On le sait que ça coûte cher, donc on va étudier la situation financière dans son ensemble. Des fois, la personne va avoir un revenu un petit peu plus élevé, mais elle a des dépenses beaucoup plus élevées dues à sa situation financière, familiale, pardon. Donc, ça va être pris en considération dans son ensemble. Puis, finalement, on regarde le dossier en tant que tel. Donc, ça doit être un dossier qui soit d'intérêt public, qui va faire un impact dans la société, par exemple, faire déclarer une loi discriminatoire, que c'est un dossier qui cause un tort irréparable pour la personne. On comprend que chaque dossier est important pour la personne qui le vit, mais nous, dans nos critères d'admissibilité, ça doit quand même être un dossier qui a quand même un dommage irréparable pour cette personne-là, ou sinon un dossier là, qui est à caractère exceptionnel, qui pourrait avoir là, un impact là, sur les actualités judiciaires. Donc, ça, c'est nos 3 critères d'admissibilité. Ils sont cumulatifs. Chacun doit être rencontré. L'étude de chaque demande, en fait, c'est moi qui reçois les demandes, qui s'assure que le dossier est complet, puis je le présente à notre comité d'approbation qui est constitué là, de plusieurs avocats et avocates bénévoles de tous les milieux qui s'assurent que ces 3 critères d'admissibilité-là sont rencontrés. Donc, voilà en ce qui concerne notre programme, nous, à l'interne. Comme je vous disais, bon, on va rentrer un petit peu plus dans l'aide juridique. C'est sûr que je ne travaille pas pour l'aide juridique. Je ne fais moi-même pas d'études d'admissibilité de l'aide juridique. Mais l'idée, c'est vraiment là, de vous donner une idée globale de comment ça fonctionne. Puis, je vous encourage vraiment là, que si vous avez des doutes, si vous posez des questions, de communiquer avec le bureau d'aide juridique de votre région. C'est vraiment eux les spécialistes qui vont pouvoir vous confirmer votre admissibilité. Alors, l'aide juridique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un service juridique public qui est offert gratuitement moyennant une contribution aux personnes financièrement admissibles qui en font la demande. C'est des services qui sont rendus par des avocats permanents de l'aide juridique ou par des avocats de pratique privée, donc qui sont à leur compte ou dans un cabinet, selon le choix du client. Alors, comment savoir si je suis admissible à l'aide juridique? Bien, comme je disais, il faut prendre un rendez-vous avec le bureau d'aide juridique de sa région. Donc là, vous voyez, je vous ai mis les liens là, vers le site de l'aide juridique où est-ce que vous pouvez trouver, par exemple, ici, là, le bureau d'aide juridique de votre région. Ça, le PowerPoint va vous être transmis, donc vous allez pouvoir accéder là, à tous ces liens-là. Puis, lors de votre rendez-vous, c'est important d'apporter avec vous tous les documents requis. Donc, comme je disais, en fait, comme à l'aide juridique, comme avec nous, c'est sûr qu'ils vont étudier votre situation financière, ils vont étudier le dossier. Donc, c'est important d'apporter tout ça avec vous quand vous allez à votre rencontre. Apporter ça le plus possible, ça va accélérer le processus d'étude de votre admissibilité. Puis, votre rencontre va se faire soit directement avec l'avocat de l'aide juridique ou avec un technicien en admissibilité pour déterminer là, si vous êtes admissible ou pas.
Donc, les critères d'admissibilité à l'aide juridique, alors il y a 2 grands critères. Il y a bien sûr la situation financière, puis il y a les services juridiques couverts. Donc, si on commence vraiment avec la situation financière, bien, il y a 2 volets possibles. Il y a le volet gratuit ou il y a le volet contributif, puis on doit évaluer aussi là, tout ce que vous avez en actif, tout ce que vous possédez, puis tout ce que vous avez dans vos comptes et vos placements. Donc, si on commence avec la situation financière pour ce qui est du volet gratuit. Donc, ça, le volet gratuit, vous n'avez absolument rien à débourser. Si vous êtes admissible, on va vous fournir un avocat qui va vous représenter complètement gratuitement. Donc, la personne peut bénéficier de cette aide juridique gratuite-là si elle remplit les critères d'admissibilité qui sont prévus dans la loi et le règlement. Les critères d'admissibilité, bien d'abord, il y a le revenu annuel. Donc, on va prendre en considération toutes les sources de revenus que vous avez, tout ce qui rentre dans votre compte de banque, que ce soit CNSST, pourboire, ça va tout être pris en considération. Puis, le revenu annuel va dépendre de votre situation familiale. Donc, on va prendre en considération le revenu, votre revenu personnel, mais celui aussi de votre conjointe. Puis, on va prendre en considération, si vous avez des enfants, le nombre d'enfants que vous avez. Donc, les barèmes d'admissibilité vont varier tout dépendamment de votre situation familiale. Et on va prendre en considération la valeur de certains de vos biens, maison, REER, c'est tout pris en considération, et des liquidités que vous avez, là, tout l'argent que vous avez dans votre compte de banque qui, à court terme, vous pouvez utiliser. Donc, encore une fois, je vous ai mis un petit lien ici vers le site de l'aide juridique, qui est un petit questionnaire rapide pour voir si, à première vue, vous semblez admissible à l'aide juridique. Ça vaut la peine d'aller le remplir. Ça l'évalue seulement la situation financière, mais ça vous donne une bonne idée si vous pouvez être à première vue admissible à ces services-là. Par contre, il y a beaucoup d'exceptions. J'essaie d'être brève, de vous résumer tout ça le plus facilement possible. Mais si vous doutez, ça vaut vraiment la peine d'aller confirmer avec votre bureau d'aide juridique. Donc, ici, je vous ai mis un barème d'admissibilité pour le volet gratuit. Donc, comme vous voyez, là, ça dépend de la situation financière, familiale dans laquelle vous êtes, que vous soyez une personne seule ou que vous soyez une famille formée d'un adulte, un enfant, 2 adultes, un enfant. Donc, ça dépend vraiment de cette situation familiale-là. Le barème d'admissibilité est en vigueur, là, je suis allée vérifier, c'est celui qui est en vigueur présentement, mais ça change quand même régulièrement. Donc, c'est très, très important là, quand vous faites votre demande, d'aller voir le barème à jour. Puis, sur le site là, de l'aide juridique, là, ils le mettent à jour fréquemment, là, aussitôt qu'il y a une modification. Donc, c'est une bonne source là, que vous pouvez aller consulter si vous voulez le vérifier. Donc, ça, c'est vraiment pour le volet gratuit. Une autre possibilité, c'est l'admissibilité au volet contributif. Donc, ça, le volet contributif, vous pourriez y être admissible à l'aide juridique, mais avoir à payer un montant. Par exemple, là, si vous faites un revenu familial de 40 000 bien là, vous pourriez avoir à payer un montant de 600 $. C'est un montant unique à payer une seule fois au début. Pour 600 $, vous allez avoir accès par la suite là, à un avocat de l'aide juridique. Puis ce barème-là, c'est important aussi. Ça, c'est pour une famille formée d'un adulte et d'un enfant. Encore une fois, là, les revenus annuels vont varier tout dépendamment de votre situation familiale, là, vous l'aurez compris. Ensuite, donc là, on a regardé vraiment les revenus, le salaire que vous et votre conjointe avez pour l'année. Ça va être pris en considération aussi les actifs que vous avez. Par actif, ce qu'on entend, c'est tous les biens que vous possédez. Donc, par exemple, une maison, si vous avez, je ne sais pas moi, une collection d'œuvres d'art, ça va être pris en considération. Normalement, les meubles qui sont utilisés là, pour la famille n'est pas considéré comme des actifs. L'automobile que vous utilisez pour les déplacements de votre famille, ce n'est pas considéré, donc il y a des exceptions. Mais normalement, si vous êtes propriétaire, vous ou votre conjoint d'une propriété, mais à ce moment-là, la valeur de l'actif ne peut pas dépasser 90 000 $. Si vous n'êtes pas propriétaire d'une résidence, ça ne peut pas dépasser 47 500 $. Sinon, on regarde aussi les liquidités. Liquidité, là, c'est tout l'argent à laquelle vous avez accès à court terme. Donc, votre compte de banque, normalement, ça ne peut pas dépasser, si vous êtes une personne seule, 2 500 $. Si vous êtes une famille, ça ne peut pas dépasser 5 000 $. C'est important aussi de préciser que si vous avez des intérêts opposés à votre conjoint ou votre conjointe, excusez-moi,
Si vos intérêts sont opposés à votre conjoint-conjointe, on ne prend pas en considération les revenus de ce conjoint-là. Donc, par exemple, dans un dossier de demande en divorce, on ne prendra pas en considération le revenu de votre conjoint parce que, bien sûr, bon, si vous avez des intérêts opposés à cette personne-là. Par contre, si vous êtes accusé au criminel, bien là, on considère que ce n'est pas des intérêts qui sont opposés là, à votre conjoint, votre conjointe. Donc, à ce moment-là, on va prendre vraiment le revenu familial. Bon, sous réserve de certains dossiers en criminel là, qui pourraient être différents, mais encore une fois, là, ça va être vraiment là, votre bureau d'aide juridique qui va pouvoir venir là, évaluer tout ça avec vous. Donc, on a fait le tour là, assez rapidement de tout ce qui concerne l'aspect financier, l'admissibilité financière à l'aide juridique. Le deuxième point dont je vous parlais, c'est vraiment les services couverts par l'aide juridique. Ce n'est pas tous les services, malheureusement, qui sont couverts par l'aide juridique. Donc là, ici, je vous ai mis quelques exemples de services qui peuvent être couverts. C'est vraiment pas tous les services qui sont mentionnés. C'est encore une fois, je me répète, mais c'est très important de le valider avec votre bureau d'aide juridique. Vraiment des domaines là, les plus populaires, bon, on a tout ce qui est droit de la famille, protection de la jeunesse, donc demander la garde de votre enfant, un divorce. Ça, c'est tous des dossiers qui sont couverts par l'aide juridique. Tout ce qui est dossier avec le qu'on appelle du droit administratif là, contre un organisme public, donc un dossier avec la SAC, avec l'IVAC, qui est d'indemnisation des victimes d'actes criminels, un dossier en droit du travail qui est couvert par la CNESST, un dossier, bon, on vous refuse votre prestation d'aide sociale, tout ça, c'est des types de dossiers qui peuvent être couverts par l'aide juridique. En droit du logement, que ce soit contester une expulsion de votre logement, forcer votre propriétaire à faire des réparations, ça peut être des types de demandes qui sont couvertes. À noter en droit du logement, quand c'est une demande financière, normalement, là, pour obtenir une compensation des dommages et intérêts, normalement, ce n'est pas des dossiers qui sont couverts par l'aide juridique. Encore une fois, il y a des exceptions, donc allez le faire valider. En droit criminel, normalement, là, ce sont des situations qui peuvent être couvertes par l'aide juridique si vous devez là, vous défendre d'une infraction criminelle. À noter que le droit pénal n'est normalement pas couvert par l'aide juridique. Donc, si par exemple, vous recevez un constat d'infraction parce que vous avez fait de la vitesse, ça, ce n'est pas couvert par l'aide juridique. Puis comme je disais, normalement, quand vous réclamez une somme d'argent, c'est la plupart du temps pas couvert par l'aide juridique, mais encore une fois, il y a des exceptions. Donc, à aller vérifier. Je vous ai mis encore une fois là, des petits liens ici pour voir là, si votre service là, semble couvert ou pas par l'aide juridique. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois que vous êtes accepté? Bien là, à ce moment-là, le bureau de l'aide juridique qui a accepté votre dossier, l'avocat, en fait, qui a fait l'évaluation de la demande, va prendre en charge votre dossier. Et ce, soit gratuitement ou moyennant là, le montant là, du volet contributif dont je vous ai parlé. Sinon, bon, ça arrive des fois que le bureau d'aide juridique dit ben, on n'a pas, il y a un conflit d'intérêts, on ne peut pas prendre en charge le dossier ou on n'a pas d'avocat disponible pour le prendre en charge. À ce moment-là, vous pouvez trouver l'avocate de votre choix qui est en pratique privée, qui va pouvoir là, vous représenter et être payé par l'aide juridique. Vous pouvez vous aussi le demander. Là, si vous avez déjà un avocat en tête que vous souhaitez qu'il vous représente et que cet avocat-là accepte les mandats d'aide juridique, vous pouvez le préciser là, avec votre bureau d'aide juridique et ils vont émettre un mandat d'aide juridique que je l'appelle. Puis à ce moment-là, l'avocat là, va s'arranger avec l'aide juridique et va être payé directement par l'aide juridique pour les services qu'il sera rendu là, dans votre dossier. Donc, ça, c'est intéressant à savoir. Ce n'est pas parce que vous êtes admissible à l'aide juridique que vous êtes obligé de passer, de prendre l'avocat qu'on vous fournit. Mais il faut quand même s'assurer que l'avocat en pratique privée accepte les mandats d'aide juridique. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est une possibilité aussi. Voilà, donc, Aude, j'ai fait le tour. Je te cède la parole pour la suite. Oui, merci. Donc, on a décidé de vous présenter en fait principalement deux grosses autres ressources qui pourraient vous être, qu'on a estimé pouvoir vous être utiles. À la fin, on a mis des liens vers d'autres ressources qui pourraient aussi vous être utiles, mais là, on va présenter principalement la Commission de droit de la personne, droit de la jeunesse et les recours en matière de droit du travail non syndiqué.
Donc, Pascal, je pense que c'est toi qui vas devoir... est-ce que... Ouais, je ne peux pas changer. Ouais, c'est ça. Merci. Donc, la Commission des droits de la personne, droits de la jeunesse, je ne sais pas si vous êtes déjà familier. Bon, en tout cas, vous en avez entendu parler certainement. Donc, l'article, disons, clé qui nous concerne, c'est l'article 10 de la Charte des droits et de liberté de la personne au Québec qui énonce les motifs de discrimination et de harcèlement interdits. Donc, on voit qu'il y a la couleur, le sexe, l'identité ou expression de genre, grossesse, orientation sexuelle, état civil, âge, religion, conviction religieuse, langue, origine ethnique nationale, la condition sociale, le handicap ou les moyens utilisés pour pallier à ce handicap. Donc, si jamais, dans le fond, vous viviez ou vous aviez connaissance qu'une personne autour de vous possiblement était victime ou de discrimination ou de harcèlement fondé sur un de ces motifs, il y a possibilité de déposer une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qu'on va expliquer dans la prochaine diapositive. Donc, comment porter plainte? Alors, il y a 3 façons, soit en ligne en remplissant le formulaire. Donc là, il y a le lien dans le PowerPoint. Il y a toujours possibilité d'appeler à la commission ou en leur écrivant directement par courriel. C'est gratuit. Qui peut porter plainte? Ben, la personne qui estime être victime ou un groupe de personnes qui a été victime. Pardon. Je vais faire ça. Voilà. Un organisme, donc ça c'est bien à savoir, un organisme au nom d'une ou plusieurs victimes ou un témoin lorsque la victime ne peut pas, bon, en tout cas si la personne ne peut pas elle-même porter plainte directement. Il faut savoir aussi que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse peut s'occuper de cas d'exploitation de personnes âgées et intervient aussi dans des dossiers où il y aurait des droits des enfants qui pourraient être mis en cause. Donc voilà, mais vraiment pour porter plainte, c'est vraiment sur le site. C'est extrêmement bien pédagogique. Moi aussi, je suis allée le voir tout à l'heure encore, le site, c'est extrêmement bien fait. Donc, oui, Pascal, ouais, voilà. Donc, une fois que la plainte est déposée, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais en gros, bon, là, on a mis dans le PowerPoint le lien Internet pour voir comment ça se passe, mais il y a 3 étapes. Il y a ce qu'on appelle le dépôt la réception, en fait, le dépôt et la réception de la plainte par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. À cette étape-ci, ils vont évaluer si en gros, si la plainte est bien fondée, s'il y a des motifs qui sont en fonction de l'article 10 qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ça, c'est vraiment l'étape de la réception. S'ils estiment que la plainte si la personne de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse estime que la plainte est fondée, la commission, bon, je vais dire la CTPDJ, hein, ça c'est plus court, il va y avoir une intervention qui va être faite. Donc, à ce moment-là, ils vont contacter les partie en cause pour aller chercher dans le fond de l'information, comprendre un peu plus en détail ce qui s'est passé. Et ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle le processus de résolution. Alors, à ce moment-là, ils vont ou proposer une médiation ou si les parties ne sont pas d'accord pour aller en médiation, il va y avoir une enquête encore plus approfondie pour vraiment, là, ils vont aller chercher des preuves, etc. Ils vont vraiment monter un dossier, en gros, pour vérifier est-ce qu'il y a possibilité ou pas, dans le fond, à ce stade-ci, d'aller devant ce qu'on appelle le tribunal des droits de la personne et droits de la jeunesse, où là, ça va être dans un tribunal avec un juge et puis deux assesseurs qui vont entendre l'affaire puis prendre une décision. Donc, et à ce stade-ci, je pense que c'est la prochaine diapo, Pascal, je crois. Non, c'est ça. Si ah ouais, voilà, c'est ça. Si la commission décide de saisir le tribunal, à ce moment-là, la personne se voit proposer l'aide d'un avocat ou d'une avocate de la commission et qui peut les représenter. C'est jamais obligatoire, mais c'est toujours conseillé et en plus, c'est gratuit. Donc, si la commission décide de transférer l'affaire devant le tribunal des droits de la personne a droit à un avocat gratuitement. Donc, en gros, c'est assez schématique, mais c'est ça pour la Commission des droits de la personne, droits de la jeunesse.
pareil que pour l'aide, ce que Pascal disait tout à l'heure pour l'aide juridique, je vous recommande fortement d'aller sur leur site. C'est vraiment bien expliqué, bien fait. Donc, on va passer maintenant à tout ce qui est droit du travail. Donc, c'est ça. Donc, au Québec, on a la loi sur les normes du travail qui vise à protéger les salariés. Et donc, cette loi impose des conditions minimales de travail, en ce sens qu'un employeur ne peut jamais imposer des conditions de travail moins bonnes que ce qui sont énoncées dans la loi sur les normes du travail. Donc, la loi sur les normes du travail s'applique de base, on va dire, pour les employés et pour les employeurs au Québec. Après, évidemment, il y a tout le volet syndiqué. Donc là, il y a les conventions collectives qui embarquent, etc. Mais donc, la loi sur les normes du travail, c'est vraiment pour les emplois non syndiqués. Donc, entre autres, les sujets couverts par la loi sur les normes du travail, c'est salaire minimum, pause, vacances, congés maladie, toutes les absences pour motif familial, comment on a marqué ça, en tout cas, tout ce qui est relié aux vêtements portés pour le travail, la formation, les déplacements, bon, le harcèlement psychologique, super important, et évidemment, congédiement, tout ce qui est sanctions imposées par l'employeur. Donc, ça, c'est tous des sujets qui sont traités par la loi sur les normes du travail, en cas de non-respect d'un droit qui est énoncé à la loi sur les normes du travail, il y a possibilité de faire appel à la Commission sur les normes, équité, santé et sécurité au travail, autrement dit la CNESST. Et comme j'ai dit, ça ne s'applique pas si vous êtes syndiqué, parce qu'à ce moment-là, ça prend la voie syndicale. Donc la CNESST, 3 missions principales: informer le public, recevoir les plaintes des salariés, faire enquête et indemniser les salariés et faire de la médiation. Et en plus, la CNESST, si encore une fois le dossier, c'est un peu comme à la Commission des droits de la personne, droits de la jeunesse, là, il y a un processus d'enquête, etc. Et si la CNESST estime que l'employeur a enfreint un des droits nommés à la loi sur les normes du travail, la CNESST peut prendre des sanctions contre l'employeur et, par exemple, récupérer ou demander à l'employeur de verser toutes sortes de sanctions possibles. Et même demander à un employeur de lui payer des sommes que la CNESST aurait elle-même dû payer à un employé qui aurait eu des droits enfreints. Donc, plainte à la CNESST, un peu comme tout à l'heure, la CDPDJ, ou par Internet, ou par téléphone. Bon, délai de prescription 2 ans, et c'est à peu près le même, mais à la Commission des droits de la personne, droits de la jeunesse, on a oublié de le dire, mais c'est entre 2 et 3 ans, ça dépend des cas, mais on va dire 2 ans. Le délai de prescription étant le délai après lequel il est plus possible de déposer une plainte ou de faire un recours après un événement qu'on estime avoir violé nos droits. Donc, délai à se rappeler en droit du travail, c'est 2 ans après l'événement problématique. Donc, ensuite, après le dépôt de la plainte, elle est reçue et analysée. C'est vraiment un peu le même processus que tout à l'heure, reçue et analysée par la CNESST. Si la plainte n'est pas recevable, le dossier est fermé avec possibilité de révision, ou le salarié peut aussi demander à ce que son dossier soit quand même référé devant le tribunal administratif du travail. Mais à ce moment-là, dans le fond, il prend en charge son dossier parce qu'il n'y aura pas de représentation par un avocat gratuit de la CNESST. Par contre, si la plainte est jugée recevable, comme tout à l'heure, il y a une possibilité de médiation, et si la médiation est soit non concluante ou refusée par l'une des 2 parties, alors il y a une enquête et éventuellement transfert au tribunal administratif du travail. Et alors, comme tout à l'heure devant le tribunal des droits de la personne, le salarié peut être représenté gratuitement par un avocat interne de la commission, en tout cas la CNESST. Pascal, si tu veux bien changer. Oui, c'est ça. Bon, il y a de la représentation juridique gratuite, mais il y a rien d'autre qui est offert pour les salariés. Après, il y a divers organismes qui existent
pour des personnes plus vulnérables comme l'Office des personnes handicapées du Québec, le GUEST. Je ne me souviens plus exactement ce que ça veut dire, mais ils aident beaucoup les personnes qui sont victimes de discrimination en emploi. Et puis toujours se rappeler qu'on a le droit d'être accompagné par la personne de son choix à n'importe quelle étape d'une procédure devant en fait, partout, que ce soit devant la CENSST ou même la Commission des droits de la personne, droits de la jeunesse. Toujours se rappeler que c'est quand même des processus qui sont stressants. Puis surtout qu'on en a vécu des situations difficiles, ça peut être très soutenant d'être accompagné par la personne de son choix, sans que la personne intervienne lors des procédures, mais au moins qu'elle soit là. C'est toujours rassurant, puis on peut toujours demander mettons, une suspension pour s'entretenir à l'extérieur, que ce soit, je ne sais pas, en médiation ou devant le tribunal. En tout cas, on peut toujours demander à sortir, puis peut-être aller parler avec la personne qui nous accompagne. C'est toujours bien de se rappeler ça. C'est quand même des moments assez importants. Alors, c'est ça, comme je vous disais, on a mis d'autres ressources gratuites, d'autres ressources juridiques gratuites ou à faible coût, juridiques ou en tout cas qui peuvent aider dans des situations juridiques, dans diverses situations. On travaille, nous, beaucoup avec les centres de justice et de proximité. Il y en a à travers tout le Québec. Vous pouvez trouver leurs coordonnées. On a mis leur site. C'est vraiment extrêmement bien fait. C'est des avocats. Pour l'instant, en tout cas, la loi est en train de changer. Pour l'instant, ils donnent uniquement de l'information juridique, mais bientôt, ils pourront donner des conseils juridiques, donc plus spécialisés sur vraiment comme en fonction de la situation qui leur est exposée. Donc, bientôt, ils seront capables vraiment de donner des conseils juridiques. Donc, c'est vraiment... puis c'est gratuit. Alors, les centres de justice sont gratuits. Protecteur du citoyen, pour tout ce qui concerne les services publics et les relations avec le gouvernement, c'est aussi une ressource qui peut être fort utile. Les polices d'assurance individuelle, c'est ça. Souvent, il y a une assurance juridique. Qui peut soit, mettons, aider à payer les frais d'avocat ou toutes sortes de choses. Donc ça, c'est à vérifier directement auprès de la compagnie, mais c'est une ressource qui est toujours bonne à explorer. Les cliniques juridiques universitaires, donc là, c'est dans les 3 facultés de droit, en tout cas à Montréal. Dans les 3 facultés de droit, il y en a une. C'est des étudiants en droit qui sont supervisés, bien évidemment. Et puis, eux ne donnent pas de conseils juridiques, mais en tout cas, ça, je ne sais pas si ça va changer. Je ne sais pas, Pascal, si tu le sais, si les étudiants dans les cliniques vont pouvoir donner des conseils juridiques avec la nouvelle loi. Mais... Oui, bien effectivement, là, la nouvelle loi venait justement là, réformer les cliniques juridiques universitaires. Il y a celle du barreau aussi. Oui, du barreau. Qui est maintenant là, active. Là. C'est tout récent. On dit là, la nouvelle loi, c'est juste parce que ça a un très grand impact là, sur les organismes communautaires puis les cliniques juridiques, puisque normalement, elles étaient limitées à de l'information juridique. Aussitôt qu'on est un OBNL, on n'a pas le droit là, de vous donner des conseils, même si on est des avocats qui pratiquent au sein de l'OBNL. Donc, c'est pour ça, là, en ce moment, on est en transition puisque on a fait de la pression pour aller changer tout ça, puisqu'on est quand même avocats, avocates là, qui voulons aider davantage là, les personnes qui ne sont pas en mesure là, de payer pour les services juridiques. Donc, en ce moment, je le sais que la loi venait modifier justement les cliniques juridiques universitaires, où est-ce que les étudiants maintenant vont pouvoir conseiller et non pas seulement donner de l'information juridique. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise là, entre la distinction entre conseil et information juridique, mais en résumé, information juridique, c'est vraiment vous expliquer la loi, ce qu'elle prévoit. Tandis que le conseil juridique, c'est de l'appliquer à votre situation concrètement, puis vous donner une opinion sur quelles sont, selon nous, là, les démarches que vous devriez entreprendre, quelles sont les chances de succès et tout. Donc, les cliniques juridiques universitaires, elles vont pouvoir maintenant le faire. Puis, rapidement, je l'espère, les autres types là, de cliniques juridiques et organismes communautaires vont pouvoir le faire aussi dans les prochains mois, je l'espère. Merci. On peut passer à la diapo suivante.
C'est ça. Donc, les autres cliniques dont Pascal parlait, par exemple, il y a la clinique juridique du Myland qui ont 3 points de service, donc qui offrent des consultations sans rendez-vous gratuites à Montréal, enfin, dans les points de service qui sont mentionnés ici. Donc, c'est une ressource qui peut être intéressante. La clinique juridique Saint-Michel, qui est assez récente, donc des étudiants en droit supervisés également. À Montréal-Nord, il y a Hoche Légal, dans laquelle Pascal est très impliqué. Donc, bon, pour l'instant, comme c'est marqué là, pour l'instant, c'est encore de l'information juridique, mais comme Pascal l'a dit, on espère que ça change bientôt. Il y a aussi le Jeune Barreau de Montréal qui offre des services juridiques gratuits aux citoyens, comme des préparations à une audience. Il y a une clinique juridique téléphonique. Plein de services, il faut vraiment aller voir sur leur site parce que, par exemple, la clinique juridique téléphonique, je pense que ce n'est pas tout le temps, c'est certains jours et certains moments. Donc, il faudrait aller voir sur leur site. Juripop, qui offre des services juridiques accommodés aux personnes qui sont refusées par l'aide juridique. Alors, Juripop, eux, contrairement à nous, Juripop ont des avocats à l'interne qui peuvent représenter les gens qui sont refusés par l'aide juridique, mais qui n'ont pas les moyens de payer les services d'un avocat. Donc, aussi aller voir sur leur site leurs critères d'admissibilité ou bien les appeler. C'est toujours la meilleure façon. Oui, puis seulement préciser là, les différentes cliniques juridiques. On parle beaucoup d'informations juridiques directement pour les citoyens et citoyennes, mais seulement préciser qu'il y en a beaucoup aussi qui offrent des services aux organismes. Je sais que plusieurs d'entre vous êtes représentantes d'OBNL, d'organismes. Donc, si je prends l'exemple d'Hoche Légal que je connais bien puisque je m'y implique, il y a un volet aussi pour les OBNL du quartier où est-ce que les OBNL peuvent demander les services gratuits d'un avocat bénévole pour l'aider avec les différents problèmes juridiques. Donc, ça vaut la peine si vous en avez une clinique juridique ou un organisme là, pour l'accès à la justice dans votre quartier, de vous renseigner sur les différents services qu'ils offrent parce que souvent, ils vont offrir des services en fonction des besoins là, des résidents du quartier. Donc, ça vaut vraiment la peine de vous renseigner. Souvent, il y a différents programmes là, qui ne sont pas nécessairement connus, mais qui peuvent faire une très bonne différence. Mm-hmm. Est-ce que tu peux passer à la prochaine diapo? Oui, voilà. Donc, après, des ressources juridiques par domaine de droit. En droit de la famille, donc on a Justice Pro Bono offre le service Port 33 dont Pascal a parlé tout à l'heure. Donc, c'est une rencontre. Donc, Port 33, c'est tous les mercredis après-midi. C'est une rencontre de 45 minutes avec un avocat et un ou une intervenante psychosociale. Il faut prendre rendez-vous et puis mes collègues s'occupent de mettre les personnes en lien enfin de mettre le rendez-vous en place. C'est accessible à tout le monde, il n'y a pas de conditions de ressources ou quoi que ce soit. Mais c'est plus dans le contexte d'une séparation. Par contre, donc souvent, il faut qu'il y ait des enfants, des questions en lien avec la garde des enfants, etc. Mais pareil, Pascal, peut-être tu veux préciser les conditions oui, en fait, 33? Tu l'as dit, notre seul critère, faut qu'il y ait des enfants, peu importe le type de question, en fait, le service s'adresse vraiment aux parents. Donc, c'est le seul critère. Là. Sinon, comme Maud, tu le précisais, on n'évalue pas la situation financière. Puis ça, c'est comme la plupart des dernières ressources qu'on vous a données. Quand c'est de l'information juridique, souvent, là, il n'y a pas d'évaluation de la situation financière. L'évaluation de la situation financière va surtout être prise en considération quand ça va être un service un petit peu plus poussé, comme nécessitant de la représentation, par exemple. Mm-hmm. Ensuite, il y a informel qui donne de l'information juridique gratuite en droit de la famille spécifiquement et juridique qui aussi donne de l'information juridique et des outils pour accompagner les personnes dans leur processus en lien avec le droit de la famille. Donc, toujours aller voir sur les sites Internet. En ce qui concerne la violence conjugale, la violence sexuelle, alors il y a le nouveau service Rebâtir, qui est un service gouvernemental là, qui est absolument exceptionnel, où les personnes qui consultent Rebâtir ont droit à 4 heures de consultation avec des avocats. Alors, il y a
plusieurs domaines de droit possibles, hein. Ou des avocats en droit de la famille, bien évidemment, des avocats en droit criminel, même des avocats en droit de l'immigration quand il y a des processus d'immigration impliqués. Donc, vraiment une ressource à conseiller, à consulter, Rebâtir. Et puis, les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, les CALAX, qui sont partout au Québec. Oui, puis seulement préciser pour Rebâtir, c'est 4 heures de consultation, autant de l'information que du conseil. Puis pour les 4 heures offertes, il n'y a pas d'évaluation de la situation financière. C'est par la suite pour continuer. Bien là, c'est un service qui est quand même là, offert par la Commission des services juridiques, donc l'aide juridique en fait. Donc par la suite, là, c'est sûr que pour continuer avec les avocats, il va falloir évaluer votre admissibilité à l'aide juridique. Mais sinon, pour le 4 heures de consultation gratuit, ça se fait automatiquement. Vous appelez, vous parlez immédiatement à quelqu'un en dedans de quelques secondes. Là, c'est super rapide. Là, je sais que les derniers temps, il y avait plus d'appels, là, donc c'est possible que qu'un avocat doit vous rappeler, mais c'est quand même ultra rapide, puis c'est sans coût. Donc, ça vaut la peine si vous vous questionnez, si vous aidez, vous êtes dans un organisme, vous vous questionnez sur le fonctionnement, mais vous pouvez les appeler, puis ils vont pouvoir vous expliquer vraiment toute leur procédure ou même prendre rendez-vous avec un avocat pour répondre aux questions de votre usagère. Oui, non, vraiment, Rebâtir à conseiller. Donc, pour ce qui est tout ce qui est actes criminels, donc les centres d'aide aux victimes d'actes criminels, pareil partout au Québec, qui peuvent aider aussi bien les victimes que leurs proches, sans même que la personne ait porté plainte. En tout cas, je pense que vous les connaissez, c'est vraiment aussi absolument génial. L'indemnisation, alors ça, je l'ai mis, c'est pas un service, c'est une ressource, mais disons que ça relève du gouvernement. Donc, l'indemnisation des victimes d'actes criminels, là aussi, il y a des conditions, mais c'est toujours bon d'avoir ce réflexe. Au niveau de la consommation, il y a l'Office de protection du consommateur, donc qui donne des informations gratuites sur les droits, les obligations, les recours, si jamais il y avait un problème avec un commerçant, donc allez voir sur le site. En matière de logement, il y a des comités logements donc, qui aident les locataires, les locataires à défendre leurs droits. Et puis, il y a toujours possibilité d'aller devant le tribunal administratif du logement, l'ancienne régie du logement. Et puis, il y a même des préposés qui sont là pour aider quand il y a toutes sortes de questions, pour aider les personnes à remplir les formulaires pour déposer une plainte, etc. Donc, tribunal administratif du logement, c'est vraiment une bonne ressource aussi. En ce qui concerne les services sociaux de santé, si jamais il y avait des problèmes, les premiers réflexes, c'est toujours de déposer une plainte auprès des commissaires aux plaintes à la qualité des services des CIUS, se renseigner auprès des comités des usagers des divers établissements. Et puis, pour les personnes en situation de handicap, l'Office des personnes handicapées du Québec aussi, qui offre beaucoup de divers services. D'autres ressources utiles, la boussole juridique qui donc en fonction de votre où est-ce que vous êtes situé au Québec, dans le fond, vous indique les ressources juridiques gratuites ou payantes à proximité. Donc, ça aussi, c'est un super bon outil. Et puis, le 211, qui est absolument génial aussi, qui offre des références vers 6000 ressources juridiques et socio-communautaires, donc pas que le juridique. La boussole juridique, c'est vraiment que le juridique, mais le 211, c'est donc plein de ressources à travers le Québec. Je crois que c'est ça. C'est ça. Donc, en résumé, est-ce que tu veux le faire, Pascal, ou tu veux que je... Oui, on voulait vraiment résumer un petit peu là, si vous avez un problème juridique, parce que là, on vous a lancé plein de ressources. Puis je pense que ça peut être pertinent là, si vous avez un problème juridique d'aller consulter ça, voir vers quelles ressources vous dirigez. Mais en résumé, là, ce qu'on vous propose vraiment de vous demander là, quand vous avez un problème juridique pour trouver la ressource la plus appropriée pour vous, la première question, c'est est-ce que je suis admissible à l'aide juridique? Si vous l'êtes, c'est vraiment d'une très grande aide là, parce que, comme je disais, les services avocats, avocates, ça peut coûter très cher. Donc, la première question, est-ce que vous êtes admissible à l'aide juridique? Évaluez tout d'abord votre
au niveau financier, si vous l'êtes, et s'il s'agit d'un service qui est couvert par l'aide juridique. Par la suite, si vous n'êtes malheureusement pas admissible à l'aide juridique, mais la prochaine question, c'est est-ce qu'il y a un organisme spécialisé qui pourrait m'aider? Par exemple, la Commission des droits de la personne, la CNSST, voir est-ce qu'il y a d'autres ressources communautaires spécialisées qui pourraient m'aider aussi là, dans ma situation spécifiquement. Puis, bon, si toutes ces ressources-là, malheureusement, ne sont pas possibles pour vous, bien là, le troisième point, c'est vraiment de faire une demande auprès de nous via notre programme des causes d'intérêt public dont je vous parlais. À ce moment-là, si vous rencontrez le critère financier, que vous n'êtes pas admissible à l'aide juridique et qu'un des organismes là, dont on vous a parlé ne peut pas vous aider, bien, nous, on pourrait là, essayer de vous aider, vous trouver un ou une avocate bénévole qui pourra prendre en charge là, votre dossier complètement gratuitement. Puis, je vais me permettre de réinsister, Pascal, au niveau de l'aide juridique. C'est tellement quand même, Pascal l'a présenté, mais c'est tellement complexe quand même, l'admissibilité de l'aide juridique. C'est toujours vérifier avec votre bureau d'aide juridique si vous êtes admissible. C'est vraiment la meilleure chose à faire. Exactement. Parce que si on prend juste l'exemple, il y a toujours plein d'exceptions là, dans le règlement qui sont prévues. Si on prend juste l'exemple là, des actifs que vous avez, des liquidités que vous avez, là, vous avez lu que, par exemple, dans les liquidités, c'est 2 500 par personne seule ou 5 000 pour une famille. Vous dites, moi, j'ai 6 000 dans mon compte, c'est trop, je ne suis pas admissible. Il y a des exceptions, il y a des calculs que l'aide juridique peut faire pour venir mettre cet argent-là sur votre revenu. Peut-être que là, vous rencontreriez le critère. Donc, c'est très important là, que pas par vous-même, là, vous vous dites, moi, je ne remplis pas ce critère-là, c'est sûr que je n'y ai pas accès. Vous pourriez y avoir accès, donc c'est très important de vous renseigner. Voilà, ça fait le tour de notre côté. Donc, comme je disais, on vous a lancé beaucoup d'informations, mais si vous voulez prendre le temps là, de poser vos questions, n'hésitez surtout pas.